Elle est négligée, désorganisée et sous-financée. Pourtant, c'est à elle que nous devons au moins le quart des médicaments vendus en pharmacie. À Madagascar, on lui attribue même les mérites d'un remède contre le Covid-19. Je parle de la médecine traditionnelle. Elle soigne 80% de la population en Afrique et en Asie. Un secteur vital et pourtant négligé en ces temps de pandémie. Pourquoi les gouvernements africains ne mettent-ils pas à l'épreuve les tradipraticiens? Pourquoi ne leur donnent-ils pas les moyens pour inventorier les pratiques efficaces et apporter la preuve de l'innocuité, par exemple, de l'efficacité et de la qualité des remèdes à base de plantes? 8 Africains sur 10 se soignent encore avec des plantes médicinales. C'est le cas notamment au Ghana, au Mali, au Nigeria ou encore en Zambie, où elles constituent le traitement de première intention pour plus de 60% des enfants atteints de forte fièvre. Alors pourquoi l'Afrique ne mobilise-t-elle pas ses ethnopharmacologues pour trouver un vaccin ou un médicament contre le coronavirus? Eh bien la raison va vous surprendre. C'est un problème d'ordre. C'est-à-dire que depuis les indépendances, la médecine qui soigne la majorité de la population africaine n'est toujours pas structurée. Dans presque la quasi-totalité des pays africains, elle est certes tolérée, parfois organisée en association, mais pas plus. Lorsqu'un guérisseur présente un produit, on dit que ce n'est pas scientifique. Je dis, mais qu'est-ce que vous entendez par scientifique? La science est un construit social. Définissons les critères qui nous permettent de valider notre savoir au lieu de nous référer au modèle occidental. Je vous explique. Depuis que les pays africains sont indépendants, l'accès aux soins demeure un défi majeur. Et la population la plus défavorisée, c'est-à-dire la plus grande partie de la population, utilise les méthodes traditionnelles. Chez nous aussi au Cameroun, pour traiter le rhume ou la grippe, nous n'avons plus besoin d'aller en pharmacie. Nous avons nos petits ail, d'Indiens, ainsi de suite que nous utilisons et nous parlons à cela. L'OMS reconnaît même que la médecine traditionnelle peut contribuer à une couverture santé universelle en Afrique. Les guérisseurs sont plus accessibles, moins coûteux et mieux perçus par les populations locales que les systèmes de soins conventionnels. Problème, les gouvernements africains ont basé tout leur système de santé sur la médecine moderne au lieu de bâtir en parallèle un système alternatif basé sur la médecine traditionnelle. Il y a cette confusion d'approche. On a pensé que la médecine traditionnelle, avec ses pratiques, ses produits, doit s'adapter en empruntant les modèles de validation des produits chimiques, des produits pharmaceutiques. Ainsi, pour qu'un ethnopharmacologue ou un tradipraticien puisse faire valider son produit, il lui faut remplir les conditions qui exigent non pas son domaine, mais plutôt la médecine moderne, ce qui les exclut d'avance. Il faut un dossier administratif, il faut un dossier pharmaceutique qui va permettre de décrire le processus de fabrication, qui va décrire le produit fini. Et il faut un troisième dossier, le dossier toxico-clinique, qui comprend un rapport d'expertise. Donc, il faut faire appel aux pharmaciens, il faut faire appel aux pharmacologues. Très compliqué selon le point de vue des tradipraticiens. Sans oublier un autre petit détail. La plupart des praticiens de la médecine moderne ne veulent pas travailler avec les experts de la médecine traditionnelle. Or, la médecine traditionnelle a déjà fait ses preuves. Les statistiques de l'OMS Afrique montrent qu'en 2012, 40 pays avaient élaboré des politiques nationales de médecine traditionnelle contre 8 en 2000. 24 pays avaient mis en place des programmes nationaux de médecine traditionnelle contre 10 en 2000. Et 39 pays ont créé des services nationaux de la médecine traditionnelle contre 15 en 2000. Que sont devenus tous ces programmes ? On a eu des pharmacopées au niveau de l'Afrique de l'Ouest sous l'égide de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Donc on a un document qui renseigne sur les plantes, leurs usages, à quelles maladies ces plantes se réfèrent, comment on peut traiter la maladie, quels ingrédients il faut ajouter. Selon Toussaint Gueya, il suffirait juste de leur donner les moyens afin qu'ils puissent étudier ces plantes et trouver des solutions, par exemple, au Covid-19. Il faut qu'on mette à la possession des spécialistes de ce domaine un bon plateau technique. Moi, je ne peux pas me lever et dire que j'ai un échantillon, par exemple. J'arrive au centre Pasteur, je demande qu'on fasse un contrôle qualité. Si on constate que c'est un protocole qui va à l'encontre d'une politique sanitaire, je vous assure, on vous bloque. Ah, je ne vous avais pas dit. Le seul laboratoire capable de mener des essais cliniques de ce genre dans plus de 10 pays africains est un labo français, qui, comme on peut s'en douter, n'a pas la médecine traditionnelle comme priorité. Pourtant, ailleurs, c'est un secteur qui pèse des milliards. Petit exemple. En 2005, les ventes de médicaments traditionnels en Chine se sont élevées à 14 milliards de dollars. En 2007, le Brésil a vendu des thérapies traditionnelles pour 160 millions de dollars et le marché mondial se chiffre à plus de 60 milliards de dollars. Qu'attendent les pays africains pour structurer
et financer un secteur aussi vital pour la santé et l'économie. Pourquoi ne mettent-ils pas en place un cadre de réflexion scientifique autour des produits de la médecine traditionnelle? Alors que l'OMS, déjà dès 1990, avait préconisé l'intégration des guérisseurs traditionnels dans les programmes nationaux de lutte contre les maladies prioritaires. Et là, je m'interroge jusqu'à ce jour, pourquoi nos dirigeants ne s'engagent résolument pas dans ce combat-là en privilégiant toute la contribution que peut apporter la médecine dans toutes ses composantes, aussi bien la dimension phytothérapie, mais la dimension spiritualité. Mais attention, si la médecine traditionnelle présente des opportunités, elle présente également des risques, faute de données et d'encadrement. C'est ce qu'explique la juriste Laurie Rees dans Santé internationale, les enjeux de la santé du Sud. Des investissements dans ce domaine, notamment en termes de recherche et de formation, sont nécessaires afin d'assurer la qualité et la sûreté des soins. Pour qu'elle soit efficace et sûre, Laurie Rees propose non pas un remplacement de la médecine moderne par la médecine traditionnelle, mais plutôt une collaboration entre les deux, ce sur quoi s'accordent également les pharmacologues. Pour atteindre des objectifs en ce qui concerne la médecine traditionnelle ou la pharmacopée, nous avons besoin des techniques beaucoup plus modernes. Et ces techniques beaucoup plus modernes sont utilisées en médecine moderne. Donc, pour faire face par exemple, à des difficultés, il faut une collaboration forcément entre les experts de la médecine traditionnelle et les experts de la médecine moderne. Mais pour que cette collaboration ait lieu, il faudrait, selon l'anthropologue Ounirin, décoloniser puis décomplexer la médecine africaine. Ceux qui administrent le secteur de la médecine traditionnelle ne sont pas compétents en la matière. C'est en général des acteurs au niveau de nos systèmes de santé, des pharmaciens, des médecins formés à l'Occident. Donc, ils sont dans une approche corporatiste et ils ramènent cette complexité de la médecine traditionnelle à ce qu'ils savent faire. Et si, au lieu de forcer la médecine traditionnelle à ressembler à la médecine moderne, on utilisait plutôt la médecine moderne pour prouver l'efficacité de la médecine traditionnelle? Il faut des hommes politiques forts qui comprennent, qui s'investissent vraiment, qui bravent parce qu'il y a beaucoup d'obstacles institutionnels et il faut vraiment, au-delà des vœux pieux, s'engager dans l'action.